Objectif de la vidéo, ça va être d'apprendre à créer une offre irrésistible. Pour ça, on aura 3 parties. Donc partie 1, on va voir différents concepts. Donc notamment, on verra le concept du x10. L'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on va faire pour vendre un produit 10 fois plus cher sur le même marché. Donc on va parler de loi économique, on va comprendre comment en fait se différencier des autres, bref, comment juste vendre plus cher que le produit en vendant le même produit. Ensuite, deuxième truc, on va voir sur l'aspect irrésistibilité, donc qu'est-ce qui fait qu'une offre est irrésistible ou pas. Et le troisième truc, ça va être l'équation de la valeur, donc c'est l'équation DO fois EP égale sur R fois U. On verra à quoi ça correspond en temps voulu. Donc ça c'est pour l'aspect concept. Ensuite, on va voir une méthode, donc littéralement ça va être une méthode qui va être étape par étape, qui va nous permettre de créer une offre irrésistible. Donc on va voir, d'abord on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça, puis on fait ça. Et ensuite, on verra l'application. On va littéralement appliquer la méthode ensemble. Et je ne serai pas tout seul, car oui, je te parle à toi, caméra, mais en réalité, je suis avec Thomas. Et oui, je suis là pour apprendre, c'est parfait. Donc c'était pour ça que je claquais des doigts. Non, je vais pas révéler le secret. Personne ne saura. Personne ne saura comment ça fonctionnait. Du coup, pour la suite de la vidéo, je vais parler directement à Thomas, comme si c'était une interaction avec lui. Mais vous êtes là, vous participez, vous mettez-vous bien. Faites-vous un petit thé. Qu'est-ce que tu conseillerais, Thomas? Un petit cookie? Les cookies. Alors, qu'est-ce que c'est que ces cookies? En fait, j'aimerais répondre à la question déjà. Pourquoi on veut chercher, Thomas, je vais te parler à toi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait chercher à créer une offre irrésistible? Ok. Pour ça, je voudrais raconter l'histoire de Jean et des cookies. Oui, ça va. C'est une histoire passionnante, tu vas voir. Raconte-moi tout. J'adore les histoires. L'idée, elle est simple. C'est Jean, c'est une vraie histoire, hein, je te dis. Ok. Ah bah encore mieux. La personne s'appelle pas vraiment Jean, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais ça s'est vraiment passé. Ouais, ça s'est vraiment passé. Ok, cool. Jean avait une boutique de cookies. D'où les cookies. Voilà. Et sauf que sa boutique, ça vendait pas trop, tu vois. C'est la crise, enfin on connaît pas, mais le contexte faisait que il vendait, tu vois. Genre il s'en sortait, mais il était en neutre plus. Genre il faisait 1500 par mois, tranquille. Et un jour, Jean, il s'est dit j'en ai marre. Rien à voir, t'avais pas voulu. C'est bien fait, c'est bien Jean, fait. Il s'est dit j'en ai marre. Je vais changer ma recette de cookies, ok. Et je vais juste faire en sorte que mon cookie, il ait plus de sucre dedans, soit un sugar free, hein, les fameux cookies. Donc il a fait cookies sans sucre. Ok. Le lendemain, il affiche sur son petit étalage, sur sa petite boutique, cookies sans sucre. C'est tout, tu vois. Il n'est pas parti dans du copywriting avancé, il n'est pas parti sur des techniques de manipulation, il a juste écrit cookies sans sucre. Et là, il a fait x 800 sur ses ventes. Donc je sais pas si tu réalises ce que ça fait x 800 sur des ventes. C'est pas mal. C'est-à-dire que le produit était quasiment le même, sauf qu'il a changé un truc qui a fait que son produit est devenu irrésistible. Et juste en changeant ce truc-là, sans toucher à son marketing, sans toucher à rien derrière, juste avec le produit, il a fait x 800. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu gagnes 1000 €, ça te ferait passer à 800 000. 800 000 par mois, ce qui est énorme. Donc voilà, en fait, cette histoire, elle illustre bien la puissance même de juste venir travailler sur l'offre, parce que tu peux avoir du bon marketing, le bon marketing va te permettre d'augmenter les ventes, etc. Mais ce qui va faire vraiment que tes ventes en elles-mêmes vont être ultra efficaces ou pas, ça va être l'irrésistibilité de ton produit. Et c'est ce qu'on va du coup chercher à voir, comment faire pour faire des cookies sans sucre, entre guillemets, donc comment créer un produit irrésistible. Ok. Voilà la petite histoire, et du coup c'est pour ça que l'objectif de la vidéo, ça va être de te donner une méthode pour créer un produit irrésistible, c'est-à-dire qu'on va voir étape par étape comment arriver à un cookie sans sucre qui fait que les gens ont tous envie de se l'arracher. On va pas voir pour un cookie sans sucre, on va voir pour un produit de façon générale. Voilà, mais la question que tu pourrais me poser, Thomas, c'est... Comment on fait? Non, ah. Oui, effectivement, comment on fait? Mais avant ça, tu es quelqu'un de sceptique. Hein. Ok. Et en tant que bon Est-ce sceptique, que ça marche vraiment? Voilà, tu vas me dire d'où elle sort ta méthode à la con. Elle sort d'où? Voilà, qu'est-ce que tu me racontes là? Merci de participer. Voilà, méthode par interrogation, d'où est-ce qu'elle sort? Attention. En grande partie, la méthode, elle vient de 2 livres, parce que je suis allé dire 2 livres pour te sortir la méthode. Il y a d'autres trucs, mais en grande partie, c'est 2 livres. Le premier, c'est le livre $100 Million Offer, donc une offre à 100 millions de Alex Hormozy. Tu sais lire, hein. Ouais. Juste pour vous faire comprendre le poids du mec, Alex Hormozy,
C'est un gars qui a généré plusieurs millions sur Internet. Il a testé des centaines d'offres. Et lui, en gros, il a fait fortune, je ne sais plus précisément, mais il aidait ceux qui avaient des salles de gym, il les aidait à grossir et à faire fructifier leur salle de gym. Genre les gérants de salles de gym. Ok. Voilà. Et donc lui, avec ça, il a fait plusieurs millions d'euros. Et en fait, au fur et à mesure de sa carrière, il a testé des centaines d'offres et jusqu'à arriver à faire une méthode. Et c'est cette méthode qu'il est venu mettre dans son livre en mode étape par étape. Donc je me suis grandement inspiré de ça. J'ai pris le livre, j'ai pris moi ce qui me parlait à moi, les meilleurs concepts, et j'ai essayé de tirer tout ce qui me parlait, tout ce que je trouvais efficace, ceux que j'aimais moins ou tout ça, je l'ai laissé de côté. Donc ça, c'est le premier livre. Et le deuxième livre, qui est du coup de Mark Joyner, qui est un autre marketeur. Pareil, le mec a fait des millions sur Internet, le mec est très chaud. Je te laisserai aller chercher si tu as envie d'aller chercher Mark Joyner. Hein. Et donc, lui, il a fait aussi un livre sur The Irresistible Offer. La méthode ressemble à celle de Alex Hormozi, bien qu'il y a des différences dans les approches et tout ça. Mais ce que j'aimais bien aussi avec son truc, c'est que lui, il avait une approche plus éthique encore et plus basée sur l'honnêteté. Donc, je suis venu prendre aussi ces aspects-là sur sa méthode. Et j'ai fait un mix de ces deux méthodes pour venir créer ma propre méthode. Et en plus de ça, parce qu'il n'y a pas que ça. J'ai aussi, dans la méthode, j'ai rajouté des trucs, des concepts, des théories que j'ai appris sur des formations que j'ai pris qui m'ont coûté plusieurs milliers d'euros. Donc il y en a 2-3 comme ça. Il y a aussi des concepts de grands copywriters. Donc là, on a Joe Sugarman, Gary Albert, Eugene Schwartz. J'ai mis ces trois-là pour illustrer, mais en vrai, c'est plein de concepts de copywriters comme ça qui viennent de plusieurs livres. Et le dernier, de mon expérience copywriting perso, avec les clients, avec les textes que j'ai pu faire, etc. Et tout ça vient former la méthode qu'on va voir aujourd'hui, qui va être une méthode plutôt sympathique, qui m'a pris, on va dire, 3 mois à préparer. Donc voilà, c'est une méthode qui est pas mal. Thomas, j'espère que tu l'apprécieras. Parce que je l'espère aussi. Ok. 300 euros, qu'est-ce que ça veut dire 300 euros? C'est l'argent que tu me dois. Du coup, je peux y aller. non, 300 euros. Parce qu'en fait, comme je viens de le dire, j'ai passé beaucoup de temps sur cette vidéo pour vous apporter du contenu qui est vraiment quali. Et j'aimerais que vous partiez du principe que cette vidéo, là, vous la voyez gratuitement. Mais imaginez que c'est comme si c'était une formation de 300 euros que vous avez payé. Parce que vraiment, le contenu que je vais vous apporter là, je pense que j'aurais pu sans problème le faire facturer à minimum 300 euros. Du coup, juste pour le mindset, mettez-vous vraiment dans un mindset de je suis pas en train de regarder une vidéo gratuite, je viens de payer 300 euros pour regarder cette vidéo. Et donc, voilà, soyez en mode vraiment se concentrer sérieux sur le truc. Parce qu'on va voir des trucs qui sont sympathiques. Voilà pour les 300 euros. Des questions, Thomas ? Eh ben, moi j'ai hâte de savoir comment je vais pouvoir gagner plein d'argent en faisant des cookies. Donc, Voilà, on va lancer une boutique de cookies à la fin. Ouais. Ah oui, je l'ai pas dit, la vidéo sera séparée en 2 parties parce qu'elle risque d'être un peu longue. Voilà, petite parenthèse. Partie 1, concept et méthode, où j'explique toute la méthode. Et dans une deuxième partie, on verra l'application en direct avec Thomas. Du coup, on va vraiment créer un produit ensemble. c'est parti. Donc, j'ai une petite question pour toi, Thomas. Dis-moi tout. Souvent, quand on parle de produits et d'offres, on parle de produits et d'offres, mais on intermélange les deux, j'allais dire. On mélange les deux, ça sera plus français. Du coup, la question que j'aimerais te poser, c'est, à ton avis, c'est quoi la différence entre un produit et une offre? Ah, écoute, mon cher Alexis. La différence entre un produit et une offre, c'est très simple. Je suis Wikipédia, là. Non, le produit pour moi, c'est la chose que l'on vend. Ouais. C'est par exemple, c'est le cookie en lui-même. Ok. Si on reprend l'exemple. Et l'offre, Yes. c'est tout ce qu'il y a derrière, ce qui propose ce cookie. Par exemple, le produit c'est le cookie, l'offre c'est un cookie sans sucre en plus, tu vois. D'accord. C'est comment tu veux vendre ton d'accord. produit. Ok. Alors, C'est pas ça? en fait, c'est pas que c'est ça ou pas ça, c'est qu'on va définir les termes que moi je vais employer. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai appelé. Moi, ce que toi t'as dit, c'est ce que moi j'appelle le message de vente. Ok. C'est-à-dire que le message de vente, c'est ton produit, mais c'est tout ce que tu vas englober autour de ton produit. Donc, il va y avoir l'aspect comment tu vas le présenter. En fait, c'est littéralement le copywriting, tu vois, en mode comment tu vas le présenter, ta page de vente, ton marketing, etc. Et pour moi, l'offre, du coup, je t'ai fait un petit schéma pour bien comprendre. Voilà. En fait, le produit, c'est comme tu as dit, le produit, c'était ça. Le produit, c'est la chose que tu vends, le truc que tu vends séparément. Mais en fait, il faut imaginer... c'est pour ça que je t'ai mis il y a des petits cadeaux, parce que quand tu vas vendre quelque chose, souvent tu vas pas vendre en fait que le produit. C'est-à-dire que par exemple tu vas vendre un produit, mais je te donne un exemple tout con. Si tu mets une garantie avec ton produit, bah en fait la garantie, tu peux l'avoir comme le produit,
mais tu peux un peu l'avoir comme un truc à côté du produit qui fait que le produit, tu vois, c'est un peu comme un bonus en plus du produit, tu vois. Ou par exemple, pareil, ça c'est le truc classique sur internet, quand tu prends des formations et qu'on te met des bonus, tu vois, genre PDF bonus, machin bonus, truc bonus, là pareil, on peut voir ça des trucs un peu en plus en mode qui viennent englober le produit, qui viennent rendre tout incroyable. Mais du coup, incroyable. Ça, juste ce truc-là, ça c'est le produit en soi. Donc le produit en fait, c'est, je te l'ai noté, c'est littéralement l'objet que tu proposes à ton client. C'est ça le produit. C'est le truc que tu proposes à ton client. Et l'offre, c'est le concept. Alors comment je l'ai défini là? Je vais te le dire littéralement. L'offre, c'est la proposition d'échange entre ce que tu proposes, donc ton produit, et l'argent que la personne est prête à mettre. Tu vois, pour moi, c'est ça l'offre. C'est vraiment l'idée, c'est l'échange en fait. C'est ça le concept même d'offre. Et c'est de faire en sorte qu'en fait, nous, quand on parle d'offre irrésistible, on va faire en sorte que l'échange qu'on lui propose, donc cet échange entre voilà ce que nous, on va t'apporter et voilà l'argent qu'on te demande, on va faire en sorte qu'il soit tellement avantageux pour lui, tellement incroyable, que ça devienne du coup une offre irrésistible. Ok, c'est clair. Ça me paraît clair. Ouais. Voilà. Et du coup, question, comment est-ce qu'on ferait pour créer une offre irrésistible? Ça, c'est tout le sujet de... C'est tout le sujet. Mais est-ce que tu as une idée par rapport à ce que je t'ai expliqué sur le concept d'offre? Non, enfin, pour moi, un truc tellement avantageux que tu te dis non, c'est pas possible que je passe à côté. Ouais, c'est un peu ça l'idée. En fait, si je le dis avec les termes exacts, faudrait imaginer que ça, là, la bulle de gauche, ça représente la valeur que la personne, elle perçoit, tu vois. Là, elle va changer en fonction de comment tu vas la présenter, elle va changer en fonction de qu'est-ce que tu mets dedans, etc. Mais ça va être la valeur. Et à droite, du coup, ça va être le prix que tu vas demander pour cette valeur. Ben, une offre irrésistible, c'est une offre où la personne, elle se dit, la valeur que la personne, elle va m'offrir, moi, je l'estime à, j'en sais rien, tu vois. Cette valeur-là, je l'estime à 5 000 euros et lui me demande 2 000 euros. Donc, je suis gagnant de 3 000 euros, donc c'est une offre irrésistible. C'est ça l'idée. Et plus la valeur que la personne va percevoir par rapport à l'argent qu'on va lui demander va être grande, plus l'offre va être irrésistible. Okay. Voilà. Donc, pour le dire très simplement, ça s'appelle le ROI. Enfin, il y a plein d'utilisations du terme ROI, mais nous, on va utiliser le terme ROI comme ça. Donc, Return on Investment, c'est l'investissement qu'il va faire dans la valeur, la différence entre les deux. Et ce que je t'ai dit, le cap. Plus le cap est grand, plus la personne va se dire « Waouh, c'est incroyable ». Et donc, notre but, ça va être, nous, d'augmenter au maximum ce cap pour faire en sorte que l'offre soit la plus irrésistible possible. Okay. Donc, il y a deux façons de le faire. Le but, c'est d'augmenter la valeur entre ça et ça. On est d'accord. Ouais. Donc, soit on diminue ça, soit on augmente ça. On est bien d'accord. Parce que ça, c'est la valeur, ça, c'est l'argent. Ouais. Ok. Le problème, c'est que si on diminue ça, donc c'est ce qui est le truc classique de baisser tes prix. Voilà, dit concrètement. Ben, il y a ce que je vais appeler un down to zero, c'est-à-dire que quand tu arrives à un moment où tu arrives à zéro, en fait. Et tu peux plus baisser. Donc c'est une stratégie perdante sur le long terme parce que tu fais que descendre, mais tu as une limite vers le bas, sans compter que tu gagnes moins d'argent et comme on adore l'argent, on veut gagner un maximum d'argent. Donc l'idée de descendre le prix, ça on oublie. Nous on joue pas sur les prix aujourd'hui, ok ? C'est une stratégie qui existe, c'est une stratégie que utilisent certaines grandes boîtes, mais ça a beaucoup d'inconvénients et c'est beaucoup mieux de jouer sur l'aspect valeur. Et du coup tu t'en doutes, c'est ce sur quoi on va travailler aujourd'hui. On va voir comment faire du coup pour augmenter cette valeur, parce que cette valeur on peut l'augmenter jusqu'à l'infini, on peut encore augmenter avec du coup le prix qui augmente en conséquent et tout le monde est content et on est tous très heureux. Très bien. Du coup ça va être vraiment notre objectif d'aujourd'hui, de voir comment augmenter la valeur de notre produit, enfin pas de notre produit mais de cette partie là en fait, tu vois, qui contient le produit et qui contient tous les trucs à côté. Ok. On va voir quelques exemples d'offres irrésistibles avant de partir sur le truc de valeur. Pour bien comprendre, j'en ai mis 3, mais je pense qu'on a déjà bien compris, donc je vais passer vite dessus. Donc le premier, c'est Brain FM. L'idée, c'est simple. Ils te disent, on est des scientifiques, on est des neuroscientifiques, et juste tu vas écouter de la musique, et en écoutant de la musique, tu vas être beaucoup plus focus, tu vas mieux dormir, tu vas avoir une meilleure santé, enfin de façon générale, c'est ce qu'ils t'ont mis là, meilleure concentration, plus détendu, un meilleur sommeil, et tu vas pouvoir être médité, je sais pas ce que ça veut dire, mais ouais, faire de la méditation. Donc l'idée de l'offre, c'est de te dire, t'écoutes de la musique et t'as des bénéfices. Et c'est gratuit. D'accord. Du coup, tu te dis, what the fuck, offre trop bien, tu vois. À partir du moment, c'est ça ce qu'on va voir pour important, mais à partir du moment où tu as envie d'avoir un de ces bénéfices, tu te dis, bah évidemment, je vais le tester, c'est trop bien, quoi.
Voilà. Exemple d'offre irrésistible. Le deuxième, il va beaucoup te plaire. C'est My Eye. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, c'est bien ça. c'est un sauna où l'idée, c'est, tu vois, quand tu peux voir, c'est ce truc-là, là. Ouais. Et tu le vois, je vais le traduire, hein, mais l'idée, c'est que ça te fait brûler des calories. Et ils te disent, courir 30 minutes, ça te fait brûler en moyenne 300 calories. Une session de 30 minutes dans My Eye, ça te fait brûler en moyenne 600 calories. Donc 2 fois plus. Et accessoirement, t'es allongé sur ton lit. Donc en vrai, tu comprends l'idée. L'idée, c'est de la perte de poids. Enfin, là, le public qui est visé par rapport à ce message-là. Et de dire, perdre du poids littéralement en étant allongé, sans rien faire. Sans effort. Donc voilà, exemple d'offre irrésistible. Et le troisième exemple, c'est le site acquisition.com. D'ailleurs, c'est le site du gars qui a écrit le livre 100 millions de dollars offer, le premier. Ouais. Et lui, en fait, son offre, elle est très simple. C'est de dire, je t'offre gratuitement des contenus jusqu'à ce que tu sois monté à 3 millions. Donc mon but, c'est de te faire monter avec ta boîte à 3 millions sans rien te demander, juste t'offre des contenus. Et quand tu es à 3 millions, tu m'appelles, on fait un audit pour voir si ta boîte est en accord avec nos valeurs, ça fonctionne, etc. En fonction de ça, on te prépare un plan d'action. Et l'idée globale, c'est de te dire, pendant les 5 prochaines années, on va faire en sorte de faire passer ta boîte de 3 millions à 10 millions. Et nous, on va prendre un pourcentage. Donc, offre irrésistible puisque tu payes rien du tout. Littéralement, si jamais ça marche pas, voilà, c'est pourcentage. Et en plus, tu as de ouf envie d'aller chez lui, puisque si le mec t'a aidé à passer de 0 à 3 millions, tu vas dire évidemment qu'il va m'aider à passer de 3 millions à 10 millions, tu vois. Donc, encore plus confiance. Donc voilà, troisième exemple d'offre irrésistible. Ok. Bon, ça, je te l'ai déjà passé, donc on peut passer vite. C'était les deux façons d'augmenter le truc. C'était argent qui descend. Ouais, perdre de l'argent ou augmenter. Je vais faire deux précisions. La première, c'est sur l'aspect du coup du... je vais faire sur le ROI comme ça. La première, du coup, c'est de dire, en fait, on peut augmenter le ROI de façon artificielle, c'est-à-dire faire croire à la personne que la valeur qu'on va lui offrir est plus grande que la valeur réelle, avec notre message de vente, etc. Tu vois, ça va être en mode j'en sais rien, les techniques pour faire genre de la fausse urgence, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que si tu lui vends un truc, mais que derrière, quand il arrive, il se rend compte que la valeur qu'il pensait avoir est plus faible que la valeur qu'il a reçue, il va se dire connard, littéralement. Et du coup, je vais citer Mark Joyner. Okay. Tu pourras toujours convaincre quelqu'un de te donner de l'argent, mais tu ne pourras le faire qu'une fois. Un vrai maître, si jamais tu te fous de sa gueule, du coup. Oui. Un vrai maître, celui qui sait comment faire des offres de qualité, il créera un effet waouh chez le client une fois, puis une deuxième, puis une troisième, et ce jusqu'à ce que lui et son client soient devenus prospères. C'est ainsi que les millions et les milliards se font. Donc c'est pour ça que nous, notre idée, c'est pour ça qu'on veut vraiment travailler sur l'aspect, le produit en lui-même. Et c'était donc mon deuxième point. Aujourd'hui, on ne va pas parler du message de vente, comme tu l'as si bien dit, ce que tu as expliqué en mode comment présenter le produit. On est vraiment sur l'aspect, le produit en lui-même, comment on va créer notre produit de façon à qu'il ait une valeur de ouf, mais dans le produit en lui-même, tu vois, sans travailler sur l'aspect message de vente derrière. Donc voilà, une distinction importante à faire pour pas avoir ce truc de fake, que vraiment la valeur que notre produit va avoir est une vraie valeur que le produit a, même si évidemment on va faire en sorte d'augmenter la valeur perçue, mais attention, une valeur perçue n'est pas forcément une valeur fausse. Parce que si par exemple je te vends un truc à 3000 €, dans ta tête, ce produit sera de qualité, et même quand tu l'achètes, le produit va rester de qualité, même si en soi c'est de la valeur perçue. Donc il faut bien faire la distinction entre la valeur qu'on va fake et que la personne elle va se rendre compte après que c'est de la merde, et juste la valeur que la personne perçoit, mais qu'elle va continuer à percevoir une fois qu'elle a acheté le produit. Ok ? Ouais. Des questions sur ce qu'on a vu pour l'instant. Mais en fait, c'est bien que tu aies parlé de ça, parce que moi j'allais dire par exemple le sauna qui fait brûler 600 calories alors que tu dors. Ça, je me suis dit, ok, c'est bien, mais si tu l'achètes et que c'est faux, qui est là pour dire, ok, ça a vraiment marché, tu vois. Ouais. Donc, si tu l'achètes et que tu te rends compte que ça marche pas, tu vas être deg. Et c'est le truc que t'as dit là. Certes, le mec, il va l'acheter une fois, mais si jamais l'entreprise, elle vend d'autres produits, qui sont plus chers, encore plus irrésistibles que ça, le gars, il va se dire, ah non, moi j'ai essayé une fois, clairement. C'est mort, du coup, je rachète pas là-bas. Surtout qu'ils ont un truc de remboursement en mode je crois 60 jours, enfin truc un peu classique, mais ça on va le voir d'ailleurs, ça va rentrer dans le truc produit irrésistible, mais du coup effectivement comme tu le dis, si tu prends le produit et que le mec derrière il se dit ton truc il marche pas, ouais, voilà. Et c'est une stat très importante, quelqu'un qui a déjà acheté chez nous, c'est 7 fois plus simple de lui refaire acheter derrière et de lui faire acheter plus cher. Donc en fait
là où on va prospérer, c'est pas sur la première vente, mais ça va être sur les ventes d'après, sur aller de plus en plus premium. C'est pour ça que c'est toujours important de délivrer plus de valeur encore que ce qu'on propose, ou au minimum autant de valeur que ce qu'on propose. Ok. Est-ce que tu as d'autres questions? C'est bon. Ok, on passe à l'étape 2 du coup. Passe aux maths. Aux maths, les fameux maths. Donc on a bien vu, l'objectif c'était d'augmenter la valeur. Maintenant on va voir littéralement l'équation qu'on va décomposer, qui va nous permettre d'avoir notre méthode pour créer de la valeur. Okay. De base, je voulais développer sur la loi économique de l'offre et la demande, mais comme tu t'en es rendu compte, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'infos, donc j'ai décidé de simplifier et je vais te demander de plus ou moins me croire sur parole, ou si tu me crois pas, d'aller vérifier après par toi-même. Mais l'idée, c'est que pour rendre une offre, pour augmenter la valeur, tu as deux choses, ce qui se base du coup sur la loi de l'offre et la demande, même si je vais pas pouvoir te faire la démonstration, mais c'est ça l'idée. C'est soit ton offre est unique, enfin elle est de plus en plus unique, donc plus elle est unique, plus elle a de la valeur. Ça c'est le premier truc, rendre l'offre de plus en plus unique sur l'aspect du coup offre. Ou soit la demande, il y a de plus en plus de désir d'obtenir l'offre, donc c'est sur l'aspect plus de demande. Et donc c'est vraiment ça, ces deux points pour augmenter la valeur. L'idée générale, c'est rendre ton offre la plus unique possible et faire en sorte que ton offre soit la plus désirable possible. Ça c'est les deux points pour augmenter la valeur. Et l'exemple que j'ai pris, c'est l'exemple de Will Smith. Pourquoi est-ce que c'est hyper cher de passer 1 heure avec lui? Parce que d'un côté, il est unique, il n'y a qu'un seul Will Smith, il n'y en a pas deux, donc l'offre est unique. Et de l'autre, la désirabilité est énorme, puisqu'il y a des millions de personnes qui le connaissent, qui ont envie de passer avec lui. Et c'est ça qui fait que Will Smith est une offre irrésistible. Passer 1 heure avec Will Smith, c'est une offre irrésistible pour ce truc-là. Et du coup, nous, donc j'y reviens, c'est ce qu'on va chercher à faire avec cette équation, c'est ça que symbolise cette équation. Elle va nous permettre de maximiser le désir de la personne et l'unicité de notre produit. Les trucs qu'on a vus, désirabilité, unicité. Okay. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière l'équation que vous avez déjà vue, mais tranquille. Donc, désirabilité de l'objectif. Donc ça, la désirabilité de l'objectif, je vais juste donner les définitions. Attends, qu'est-ce que j'ai fait? On va pas sur les définitions, ce sera plus simple. Donc la désirabilité de l'objectif, c'est l'idée de à quel point la personne désire obtenir l'objectif que ton produit permet d'atteindre. Parce qu'en fait, les gens qui me suivent le savent un peu déjà, ma philosophie. Mais pour moi, enfin c'est pas pour moi d'ailleurs, c'est la psychologie motivationnelle, quand on regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens vont être drivés en termes de motivation par rapport à des objectifs. Donc je vais vouloir obtenir telle chose, telle chose, telle chose. C'est ce que tu mets derrière la phrase « je veux X ». Okay. Et en fait, le rôle du produit, ça va être de te permettre d'obtenir ce X. La désirabilité de l'objectif, c'est à quel point tu veux obtenir ce X indépendamment du produit, tu vois. Genre si entre vouloir, j'en sais rien, vouloir manger ce midi ou vouloir avoir un corps en bonne santé, tu vas avoir plus de désir à vouloir manger ce midi, peut-être qu'avoir un corps en bonne santé, ou pas en fonction d'à qui tu parles. Mais bref, tu comprends, c'est l'objectif. Le deuxième, efficacité du produit, ça c'est à quel point ton produit va être efficace pour permettre à la personne d'atteindre son objectif. Donc ça c'est sur l'aspect produit en lui-même. En bas, le risque, c'est à quel point la personne, ça va être risqué, enfin à quel point elle va prendre un risque si jamais elle prend ton produit. Et l'unicité, tu comprends, c'est à quel point ton produit est unique. Et c'est pour ça que c'est en bas, parce que plus on réduit le risque et plus ton produit est unique, plus du coup la valeur est élevée parce que le chiffre d'en bas est petit. Et par contre, plus la personne veut l'objectif et plus ton produit est efficace, plus le chiffre d'en haut est élevé et donc plus le chiffre global est élevé. Voilà. Bon, ça je vais passer. En vrai, j'avais des trucs, mais je pense qu'on va avancer parce que sinon on en aura pour 30 000 ans. J'avais des petites anecdotes et tout, mais tranquille. Si, je vais quand même te la faire. C'est bien les anecdotes, j'aime bien. Donc ça c'est pour l'aspect désirabilité objectif. C'est un truc de Gary Albert qui l'utilisait. Gary Albert, c'est un des grands copywriters, un des gros copywriters qui est devenu millionnaire. Juste pour petite anecdote sur Gary Albert, anecdote dans l'anecdote. Le mec avait 40 personnes employées à temps plein, dont le seul objectif, c'est la légende qui raconte ça, donc le seul objectif de cette personne, c'était d'ouvrir des lettres de chèques qu'on lui envoyait. C'est-à-dire qu'il y avait 40 mecs qui travaillaient pour lui, juste pour ouvrir de l'argent et récupérer de l'argent des lettres. Donc le mec savait convaincre, voilà, petite anecdote dans l'anecdote. Et du coup, Gary Albert, de temps en temps, il donnait des conférences à des élèves. Et il arrivait, il leur posait cette question. Il leur disait, imagine que toi et moi, on a un stand de burgers. Ok ? Tu peux prendre n'importe quel avantage que tu veux. Ton objectif, c'est de vendre un maximum de burgers. Quel avantage tu prendrais ? Genre un avantage... N'importe, ce que tu veux. Les meilleurs burgers de toute la France. Les meilleurs burgers de toute la France, c'est ce que je prendrais. Ok.
Lui disait, tu peux prendre ce que tu veux. Tu peux prendre les meilleurs burgers, tu peux prendre le meilleur chef cuistot, tu peux prendre les prix les moins chers, tu peux prendre ce que tu veux. Moi, je prends un seul avantage. Et avec cet avantage, je crois que le terme qu'il employait en anglais, c'est I'm gonna kick your ass, ou un truc comme ça, mais je vais te botter les fesses. Ça va être une rage verte. Je vais juste gagner en fait. L'avantage que lui prendrait, c'est une starving crowd. Donc en français, une foule affamée. Parce que l'idée, c'est que la base, ça part du prospect. La personne qui va nous donner l'argent, c'est le prospect. Donc oui, ton produit a beau être incroyable ou quoi, mais si la personne que tu as en face de toi, elle n'a pas spécialement faim, elle ne mangera pas ton burger. Par contre, si toi, tu me mets face à une foule de personnes affamées et que je suis le seul stand de burger par rapport à tous les gens, enfin que j'ai cette foule affamée face à moi, évidemment, tout le monde va venir chez moi, tout le monde va venir en prendre et ça va être une folie. Donc c'est pour ça qu'il dit en fait, le premier truc que tu veux chercher quand tu veux gagner de l'argent, c'est pas la qualité du produit, c'est vraiment l'aspect la foule affamée. Je veux avoir une foule affamée et ça, c'est ça que représente ce point de désirabilité de l'objectif. C'est à quel point la personne va désirer obtenir l'objectif, c'est ça l'aspect affamé. Okay. Du coup, comment on va faire pour trouver une starving crowd? Ça, on verra ça en détail dans la méthode après. Okay. Et du coup, l'objectif de la méthode, on va voir chacun des 4 points. En fait, c'est comme ça que la méthode a été pensée. On va voir d'abord comment maximiser la désirabilité de l'objectif. Ensuite, comment maximiser l'efficacité du produit. Ensuite, comment minimiser les risques. Et ensuite, comment faire en sorte que le produit soit unique. C'est tous les 4 points de la méthode qu'on va venir décomposer. Okay. Des questions? Non, ça va. C'est bon? T'es good? Ouais, du coup, tu vois. Donc, on peut partir sur la méthode en elle-même. Donc, les étapes de la méthode, étape par étape, pour créer l'offre irrésistible. Okay. Donc, première étape, trouver une... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, ouais. Première étape, du coup, on va maximiser la désirabilité de l'objectif. Okay. Pour ça, l'objectif, ça va être de trouver une starving crowd. Donc, c'est ce que je t'ai dit. Et on va vouloir compléter cette phrase. Okay. Globalement, c'est l'étape 1. La phrase, c'est « Mon produit aide X à atteindre Y ». C'est grosse phrase classique qu'on a vue, sauf que nous, on va les creuser en profondeur pour comprendre vraiment comment la phrase fonctionne et pas juste être en mode « Oh là là, mon produit aide machin à atteindre Y ». Et X, ça correspond au type de personne. Donc, est-ce que tu comprends le type de personne, ouais. Jeune, étudiant, machin, sa psychologie. Le type, c'est pas que genre il a 18 ans ou il a 30 ans, tu vois. C'est vraiment tout l'aspect, son paradigme. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo, une formation complète déjà sur l'aspect paradigme de 1h30 que vous pouvez retrouver sur ma chaîne qui s'appelle Créer un avatar de A à Z ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas développer du coup dans les détails, mais si vous voulez plus de détails sur l'aspect type de personne, je vous en renvoie à cette vidéo et vous comprendrez bien plus en détail. Là, on va pas entrer dans les détails pour des questions de temps. Parce qu'on a... Bon, déjà, ça va être long, bref. Et du coup, Y, c'est l'objectif. Et l'objectif, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que la personne veut atteindre. Voilà. Du coup, on commence avec l'objectif. On commence par Y. Comment est-ce qu'on va faire pour trouver ce Y? Comment on va faire en sorte que ce Y soit le plus efficace possible? Et pour ça, on va avoir un truc très simple. Merde, il faut cliquer 3 fois. Ok. C'est les 3 grands marchés. Ça, sur Internet, tu prends tout l'argent qui est fait sur Internet, 90% de cet argent, il vient d'un de ces 3 marchés. Ok. C'est dingue ça. Petit jeu, essaie de deviner les 3 marchés. L'argent, la forme physique. Pas vraiment, j'avais pas trouvé de meilleur truc que ça, mais... Ouais, genre être bien dans sa peau, alors... Ok, pas... Ouais. Et l'amour, trouver des femmes. C'est pas mal, ok. C'est un peu plus large, mais effectivement, les 2 derniers, je ne l'ai pas forcément bien illustré. Du coup, pour être précis, le premier, c'est gagner plus d'argent. Le deuxième, c'est être en bonne santé. Donc, effectivement, il y a l'aspect physique, mais il y a aussi l'aspect mental. Tout ce qui est se sentir bien, réduire son stress, machin. Et le troisième, c'est les relations, mais pas forcément amoureuses. Donc, les relations amoureuses rentrent évidemment, mais ça va être aussi relations amicales, etc. Et tu vas avoir aussi là tout l'aspect en mode être respecté par les gens, être charismatique, tous ces trucs-là qui vont rentrer dans l'aspect des relations. Donc ça, c'est l'argent d'Internet. Tu veux faire de l'argent, tu vas sur un de ces 3 marchés. Et dans ces 3 marchés, tu seras sûr de trouver une starving crowd, un truc qui va faire que les gens vont être intéressés. D'accord. Donc, outil super simple, tu prends un de ces 3 marchés, mais évidemment, dire être sur le marché des relations, c'est beaucoup trop vague. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir spécifier en utilisant, du coup, on va prendre un des 3 marchés, on va sélectionner un des 3 marchés, et on va venir chercher un sous-marché. Donc, par exemple, si je prends le marché des relations, comme tu l'as dit, un sous-marché, ça peut être le marché de la séduction. Et donc, objectif, est-ce que je t'ai bien d'autres exemples? Oui, donc c'est ça. On va prendre un de ces 3 marchés, choisir un sous-marché pour être plus précis, et dans ce sous-marché, on va définir un objectif précis. Donc, je te mets un exemple, ça sera beaucoup plus parlant. On a dit, on prend par exemple le marché de la relation.
On va venir prendre un sous-marché, la séduction. Et un exemple d'objectif précis, ça va être la chat par message. Savoir bien écrire par message pour draguer par message. Okay. C'est un exemple d'objectif précis. Et tu vois que plus l'objectif est précis, plus ça va être simple de vendre derrière. Parce qu'en fait, il y a tout un aspect qui fait que quand tu es précis, la personne, ça lui parle plus. Tu vas cibler un besoin plus précis. La personne, elle va se sentir plus visée. Bref, nous, ce qu'on veut, c'est être précis dans notre objectif. Okay. À quel point, tu vas me dire, on peut être précis? Le bon sens. Utilise ton bon sens. Okay, il n'y a pas de vraie réponse. Si tu vois que tu es trop précis, tu peux essayer d'être un peu moins précis. Mais en règle générale, mieux vaut être plus précis que moins précis parce qu'on a tendance à être encore trop vague. Donc, je te donne un exemple qui illustre bien l'idée d'objectif précis. Si je te prends l'objectif, je veux devenir un meilleur communicant. Bon, ok. C'est large. Je peux dire, je peux vendre un truc à 10 €, une formation, devenir meilleur communicant. Si je te dis, je veux déjà devenir un meilleur communicant avec les filles. Ah, c'est déjà mieux. Il y a un aspect, tu parles qu'à des hommes, c'est qui va parler avec les filles, tu as un aspect séduction, donc c'est un peu plus intéressant. On pourrait le vendre ça à 30 €. Ok? Et si j'arrive et que je te dis, sexualiser tes conversations pour ne plus tomber dans la friendzone, là tu commences à toucher sur un truc précis, tu vois. Là tu commences à avoir un objectif où la personne, ça peut vraiment lui parler. Elle est en mode, ok, je suis prêt à mettre de l'argent là-dedans. Donc voilà l'idée d'objectif. Donc ça c'était pour le Y. Je résume, tu prends un de ces 3 marchés, tu niches plus précisément sur un sous-marché et tu viens chercher un objectif précis dans un de ces sous-marchés. Et là, tu es sûr d'avoir déjà, ça sera pas forcément, elle ne te donnera pas forcément des millions d'euros, mais tu es sûr en tout cas de ne pas avoir une foule qui n'est pas affamée. Tu vois, elle aura un minimum un peu faim. Ok. Et plus tu le fais bien, plus elle aura faim. Okay. Donc ça, c'est l'aspect, l'objectif. Et ensuite, on passe au type de personne. Donc là, l'idée, je ne vais pas rentrer en détail, comme je l'ai dit, parce que j'ai une vidéo complète sur le sujet, mais globalement, on va chercher à avoir 3 critères. Est-ce qu'elle possède de l'argent? Parce qu'elle a beau être affamée, si elle n'a pas de quoi payer, ça ne sert à rien. Est-ce qu'elle est facile à trouver? En réalité, cette question, dans 90% des cas, une cible est facile à trouver. Pourquoi? Parce que la pub, tout simplement. Tu fais de la pub, ça c'est une méthode qui est incroyable, mais quand tu connais bien ta cible, il suffit que tu fasses une pub en disant « je parle à tel type de personne » et si la personne utilise Internet, elle sera facile à trouver. Mais c'est pour ça qu'il y a des rares exceptions, on va dire si tu parles par exemple des personnes très âgées, peut-être ça sera un peu plus dur à trouver, mais globalement ce critère-là est quand même plutôt souvent respecté, grâce notamment à la pub. Et le troisième, c'est est-ce que l'objectif est douloureux dans le présent, c'est-à-dire est-ce que la personne souffre actuellement, elle a des souffrances de ne pas atteindre l'objectif, ou est-ce qu'elle se dit dans le futur, c'est le truc classique des vendeurs d'alarmes, ça c'est un truc tout le temps tu retrouves quand quelqu'un vend une alarme, tu es obligé de faire visualiser à la personne la douleur qu'elle pourrait avoir dans le futur de se faire cambrioler, lui faire comprendre que oui, elle peut se faire cambrioler, parce que sinon la personne va se dire ça ne me concerne pas, c'est dans le futur. Et du coup, tout le temps dans les discours d'alarme, ils vont te faire ça peut t'arriver à toi aussi, tu peux te faire cambrioler, etc. Donc exemple, et du coup, plus la personne souffre dans le présent, plus c'est immédiat, plus ça sera un type de client qui va être intéressant, et plus du coup la starving crowd, la personne sera affamée. Voilà. Donc voilà pour le type de personne. Je t'ai mis l'exemple pour reprendre le truc par message, de sexualiser par message. Si tu prends d'un côté un homme mature et timide, mature j'entendais genre entre 30 et 40 ans, tu vois, un homme qui est déjà dans la vie active, il a de l'argent, en général entre 30 et 40 ans, il a un job et tout, il a de quoi faire. Facile à trouver, oui, comme je t'ai dit avec la pub. Et il a une douleur, une douleur si jamais la personne est célibataire et qu'elle est en mode elle galère. Et si le mec arrive à 40 ans, tu vois, tu commences à te dire oui, il y a une vraie douleur de pas réussir à se mettre en couple, pas réussir à être bon avec les filles. Tu peux ressentir une vraie douleur. Encore une fois, ça dépendra encore de la personne, mais du coup, nous on va viser quelqu'un qui a ce désir de vouloir sexualiser par message. Donc ça serait d'un côté. Ou alors de l'autre, si tu prends un jeune timide, là, le jeune, il n'a pas d'argent. Pourtant, il y en a peut-être s'il est famille riche, mais de façon générale, il a moins d'argent. Facile à trouver, ça oui, ça c'est pas un souci. Mais par contre, la douleur est là, mais tu comprends bien qu'elle est moins là que le mec, ça fait 30 ans qu'il est célibataire, qu'il a rien. Ouais. Et comme je l'ai dit, pour plus de détails, cette vidéo. Allez voir cette vidéo où je développe. C'est pareil, notre formation complète sur comment définir son avatar, comment bien comprendre son avatar, l'objectif et tout ça. Là, je l'ai fait en mode vraiment résumé, l'essentiel. Donc, des questions? Non, ça On est good. Donc ça, c'est sur l'aspect désirabilité de l'objectif pour maximiser la désirabilité. Maintenant, étape 2, l'efficacité du produit. On va rentrer sur une autre formule mathématique, mais je sais que tu adores les maths. Non, c'est très simple.
l'efficacité du produit, ça correspond à ce que j'appelle l'obstacle plus la facilité. Voilà. Qu'est-ce que c'est que chacun des deux trucs? On va le voir tout de suite. C'est qu'un obstacle. Ce que j'entends par obstacle, c'est en fait, tu comprends, je fais souvent cette métaphore. Toi, tu es actuellement sur une île. Tu veux aller sur une autre île. Donc ça, c'est ton objectif, l'île qui contient le trésor. Mais l'obstacle, c'est tous les monstres qu'il va y avoir dans l'eau qui vont t'empêcher d'aller à cette île. Et donc nous, notre but, ça va être de lui fournir une méthode qui va lui permettre de se débarrasser de tous ces monstres et aussi de l'amener de l'île de son île actuelle à l'autre île. Du coup, nous, ce qu'on veut faire, l'efficacité du produit, on veut faire en sorte que le produit permette le plus efficacement possible d'éliminer tous les monstres qui sont les obstacles. Et c'est ça que j'entends par obstacle. Et pour ça, l'idée, elle est simple. On connaît l'objectif que la personne veut atteindre. On l'a défini dans l'étape 1. On sait genre, je veux apprendre à sexualiser mes conversations par message. Ok, ça, c'est l'objectif. On va se demander quels sont les 1 à 3 obstacles les plus importants qui l'empêchent d'atteindre cet objectif. Évidemment, ça va varier. Des fois, tu te diras, évidemment, c'est cet obstacle-là. Des fois, tu diras, il y a ça, mais il y a aussi ça, il y a aussi ça. Et bref, on va vouloir lister tous ces obstacles dans un premier temps. Donc, les 1 à 3 les plus importants. Encore une fois, la question du plus important, c'est du bon sens. Essaye de définir en parlant au prospect, tout ça, qu'est-ce qui est le plus important. Donc, par exemple, pour la sexualisation, on pourrait dire les 3 obstacles, c'est premièrement sa timidité. Un truc qu'il va falloir surmonter dans sa méthode. Il va falloir qu'on lui offre un produit qui permette de surmonter sa timidité. Deuxièmement, l'obstacle, ça va être passer pour un gros lourd. La personne, elle va avoir une énorme peur elle ne va pas vouloir être en mode le gros lourd, hey, comment tu vas, machin. Donc, il va falloir passer ça. Et troisième que j'ai mis, c'est l'idée d'être honnête. Si par exemple, on vise quelqu'un qui va apprendre à sexualiser par message, mais en restant lui-même. Mais pareil, ça va être un obstacle. Il ne va pas vouloir utiliser des tactiques, il ne va pas vouloir utiliser des phrases toutes faites. Il va vouloir juste exprimer sa personnalité. C'est des exemples d'obstacles qui permettraient d'atteindre l'objectif qu'on va devoir surmonter avec notre produit. Donc, la phrase ensuite à compléter, je ne sais pas si je te l'ai mis, je crois que je te l'ai mis. Non, pas encore. Hop, on retourne en arrière. C'est disparaître ça. Donc la phrase à compléter, on verra après, je l'avais noté après, mais c'est comment atteindre objectif. Tu complètes atteindre objectif par le vrai objectif. Sans, et là le sans, tu mets des obstacles 1 plus 2 plus 3. Donc l'exemple c'est comment sexualiser par message en étant honnête, sans passer pour un gros lourd, et même si je suis timide. Tu vois, le truc qu'on a pris. Ça, c'est la question à laquelle on va chercher à répondre juste après. Okay. Et ensuite, une fois qu'on a cette question donc, de comment on va faire pour sexualiser par message en étant honnête, sans passer pour un gros lourd, et même si je suis timide, là, l'objectif, c'est de réfléchir et de lister toutes les solutions possibles qu'on pourrait proposer pour permettre d'atteindre cette solution. On va mettre que cette phrase de comment atteindre X sans Y, elle soit vraie avec les obstacles. Et très important, à cette étape-là, on ne se limite pas. Même si c'est des trucs qu'on ne peut pas faire, qu'actuellement on n'a pas les moyens, on a tout ce qui est possible. Après, on vient d'attrayer sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est faisable ou pas. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de venir juste noter toutes les solutions possibles. Okay. Et pour ça, un outil qui vient du coup du livre 100 millions de dollars offer, c'est cet outil-là, et je crois qu'il appelle ça le Delivery Cube, donc le cube de délivrance, pour délivrer la solution. Et c'est 6 trucs que tu peux mettre en place qui peuvent t'aider à trouver des solutions. Donc le premier, c'est de te demander, ok, est-ce que la solution que je veux proposer, ça va être du one-on-one, donc c'est juste moi et l'autre personne. Okay. Est-ce que ça va être pour un petit groupe? Est-ce que ça va être pour un grand groupe? Donc petit groupe, ça serait par exemple du coaching individuel. Grand groupe, ça serait genre vendre une formation à plein de gens, mais sans que toi tu sois directement corrélé, qu'ils aient juste à regarder la formation. Exemple. Attends, juste ça, c'est comment faire pour trouver des solutions aux obstacles que... Ouais, c'est pas comment faire. C'est un outil qui peut t'aider pour trouver des solutions. Mais globalement, pour trouver des solutions, tu te poses face à ta feuille et tu te demandes comment trouver des solutions. Okay. Mais si jamais tu es bloqué ou même si jamais tu veux augmenter ta zone de génie, non, c'est pas ça, c'est ton imagination, ce que tu pourrais proposer, tu peux utiliser cet outil qui te permet de trouver d'autres solutions, peut-être de penser de façon différente aux solutions que tu as déjà trouvées. Okay. Donc ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, te demander comment est-ce que je peux le délivrer. Là, pour le coup, je crois qu'il lui donnait l'exemple, c'était juste pour les formations. Mais même, tu peux réfléchir au-delà de ces trucs-là, tu vois. Quelle forme va prendre mon produit, en fait, ça va être fondamentalement. Donc là, il donnait l'exemple, est-ce que ça va être des vidéos? Est-ce que ça va être de l'audio? Est-ce que ça va être un PDF? Est-ce que ça va être en live? Bref, la forme du produit. Troisièmement, c'est done with you, do it yourself, done with you ou done for you. Donc, do it yourself, c'est
tu le fais toi-même. Done with you, c'est je t'aide à le faire. Et done for you, c'est je le fais pour toi. Donc là, typiquement, c'est des services de freelance et des trucs comme ça. Ensuite, speed convenience. Est-ce que ça, c'est le service, je crois, client? En mode, est-ce que tu proposes un service 24 heures sur 27? Est-ce que tu es tout le temps ouvert? Est-ce que c'est rapide? MF, je ne sais plus ce que c'est. Je ne me souviens plus. Voilà, ça peut pas tout se souvenir. Non, ça, c'était juste sur l'aspect l'utilisation de ton produit, je crois, en fait. En mode, quand est-ce qu'il est rapide d'utiliser? Quand est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tout ce qui est aspect utilisation. Et là, par contre, c'est le support. Est-ce que tu proposes un support par SMS, par message, par mail, un support en direct, par vidéo, bref. Et ça, 2 questions, je trouve très intéressantes. Ils appellent ça le test du x10 ou du divisé par 10. C'est se demander, la première question, si jamais mon produit valait 10 fois, je devais augmenter par 10 la valeur de ce que j'ai actuellement, qu'est-ce que je proposerais? Tu vois, si genre je le vendais à 500 €, si je devais vendre mon produit à 5000 €, qu'est-ce que je proposerais comme solution pour 5000 €? Okay. Et dans l'autre sens, c'est si jamais je devais vendre comment il l'avait tourné? Si jamais je devais vendre le produit à 10 fois moins cher, mais en gardant la même valeur, qu'est-ce que je modifierais dans le produit? Tu vois, en mode, il faut que la personne, là, c'est pas la valeur argent, je parle pour le deuxième. Il faut que la personne se dise, elle va atteindre le même résultat, mais moi, je dois le vendre 10 fois moins cher. Mais comment est-ce que je peux venir le modifier? Ok? Tu changes pas ce que tu vas donner, mais ton produit, il va être toujours le même, mais tu vas le vendre moins cher. Donc comment tu vas le... C'est ça. Enfin, ce que tu veux, la valeur, la proposition que tu vas proposer avec ton produit doit être toujours la même, mais te demander si je devais le vendre 10 fois moins cher, comment est-ce que je pourrais faire? D'accord, ok. On va pas le vendre 10 fois moins cher. C'est vraiment là, on est sur l'aspect créativité. Oui, c'est si jamais, oui. Voilà, c'est des questions à se poser. Ok. Donc voilà pour le Delivery Cube. Et du coup, une fois qu'on a listé toutes nos solutions, donc là vraiment on peut y aller, on peut en lister vraiment une centaine, peut-être c'est beaucoup une centaine, mais au moins une trentaine de solutions. Là, on va chercher du coup à les trier maintenant en se demandant 2 choses. Quelles sont d'abord les solutions qui apporteraient le plus de valeur au client, donc qui permettraient le plus efficacement de l'aider, qui lui permettraient le plus efficacement possible d'atteindre son objectif. Ça, c'est le premier truc. Et une fois qu'on a listé toutes ces solutions, qu'on a éliminé toutes celles qui n'avaient pas trop de valeur, donc c'est l'aspect valeur, on va se demander, ok, quelles sont les solutions qui nous coûtent le moins? Donc là, il donne un exemple dans le livre que je trouve très parlant. Il te dit, si jamais en seule méthode que j'ai, c'est quelqu'un qui va, admettons, prendre soin de sa santé en mode bien manger. La solution que je pourrais apporter qui aurait le plus de valeur pour lui, ça serait déménager chez lui et lui préparer son repas tous les jours, faire en sorte qu'il ait son repas en calculant précisément ses macronutriments. Ça serait la solution qui aurait le plus de valeur, mais il ne va pas déménager chez lui. Du coup, une solution équivalente qui aurait une valeur quasiment aussi similaire, c'est de lui fournir un outil qui permettrait, cet outil, de calculer précisément en fonction de ces trucs l'apport dont il a besoin, et que cet outil lui fournirait les recettes précises exactes en mode tu dois mettre tant d'ingrédients de ça, voilà ce que tu dois manger lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et tu vois, en fait, la valeur est quasiment la même, sauf que le coût, lui, il n'a pas habité chez la personne, c'est juste l'outil. Okay. Donc voilà l'exemple. Et du coup, en fonction, on va venir sélectionner la méthode qui a le meilleur rapport coût pour nous, valeur délivrée. Okay. Donc ça, c'était sur l'aspect obstacle. Et une fois qu'on a sélectionné cette méthode, donc maintenant on a notre méthode, on a défini, donc par exemple, on va garder l'exemple de l'outil qui permet de calculer exactement ce que tu dois manger et qui te dit précisément ce que tu dois manger. On va chercher à l'étape 2, la facilité, donc à le rendre le plus facile possible. On va avoir en fait 5 leviers sur lesquels on va vouloir travailler pour rendre l'outil plus facile, entre guillemets. Par facile, j'entends que la personne aura plus envie de l'utiliser en fait. Ok. Donc 5 leviers, c'est des leviers qui viennent majoritairement de Hooked, du livre Hooked de Nir Eyal. C'est un livre sur comment créer un produit qui rend additif. Je les ai pas tous mis parce qu'il y en avait certains qui s'adaptaient pas, surtout l'aspect argent comme on a vu. Nous on est sur l'aspect valeur. Mais du coup les 5 leviers qui sont numéro 1, 5 leviers qui sont numéro 1, facile physiquement. Donc, est-ce que ton produit est facile à utiliser physiquement? Est-ce qu'il demande beaucoup d'efforts physiques ou pas? Exemple de My Eye, quand tu es allongé, ça ne demande pas d'efforts physiques. Deuxièmement, est-ce que ton produit est facile à utiliser mentalement? Est-ce qu'il faut beaucoup réfléchir ou est-ce que c'est super simple? Okay. Troisièmement, est-ce que ton produit te demande beaucoup de temps? Donc là, il y a 2 choses sur le temps. C'est premièrement, est-ce que ton produit te demande beaucoup de temps à utiliser au quotidien, si jamais c'est un truc habitude ou juste de temps à utiliser, c'est une formation. Ça, c'est le premier truc du temps. Et le deuxième truc du temps, c'est est-ce que ton produit
va délivrer rapidement l'objectif que tu promets. C'est-à-dire, genre, si je te dis je deviens millionnaire dans 50 ans, peut-être ta méthode elle fonctionne, mais tu te dis c'est long. Un peu chiant. Donc pareil, on va chercher à venir réduire le temps d'utilisation du produit et le temps pour atteindre l'objectif au maximum. Et le quatrième levier, c'est la routine. Est-ce que là, du coup, ça fonctionne sur des produits d'habitude? Donc typiquement, si tu veux avoir une habitude, ça marche bien du coup avec notre produit d'outils pour j'ai plus les termes, pour la nourriture. C'est un produit que tu vas utiliser au quotidien. Donc demander est-ce qu'il s'adapte facilement à la routine de la personne ou pas, et faire en sorte qu'il s'adapte facilement. Et le dernier, est-ce que ton produit est accepté socialement? Et ça va être plus sur des produits, genre surtout, sur des marchés du type séduction ou des trucs comme ça, où on va faire en sorte que la personne ne va pas vouloir se sentir jugée ou ce genre de choses. Mais ce dernier cas s'applique sur beaucoup moins de produits. Et voilà, c'est quand même les 5 leviers. Et le 6e levier, du coup, que Hook te proposait, mais j'ai pas mis, c'est l'aspect argent. Est-ce que ton produit coûte de l'argent? Enfin, est-ce que ton produit est cher ou pas? Mais du coup, nous, on l'a vu, on ne joue pas sur l'aspect argent, on est sur l'aspect valeur. C'est pour ça que j'ai pas mis ce 6e point. Voilà. Et du coup, j'ai mis des questions à chaque fois, mais en gros, c'est ce que je t'ai dit. Donc, on peut passer à la suite. C'était des questions comment rendre physique. Enfin, j'ai quand même bien le formulé. Étape de la facilité. On prend chacun de ces 5 points. On prend la méthode qu'on a sélectionnée et on va se demander, ok, comment je peux faire pour rendre ma méthode plus facile physiquement? Ensuite, comment je peux faire pour rendre ma méthode plus facile mentalement? Comment je peux faire pour que ma méthode prenne moins de temps à être utilisée et permette d'atteindre l'objectif plus rapidement? Comment est-ce que je peux faire pour que ma méthode s'adapte plus facilement à la routine? Et comment est-ce que je peux faire pour que ma méthode soit plus acceptée socialement? Et on va dérouler chacun des points. Et c'est ça qui va faire que la méthode va être plus facile. Et donc, on en revient au grand point d'efficacité du produit, qu'on va fournir une méthode qui sera plus efficace. Voilà pour l'aspect facilité. On passe du coup à la 3e étape de l'équation. Avant des questions. Non, c'est bon. T'es good? Ok. Ouais, tu vois que ces 2 étapes-là sont beaucoup plus simples. Hein. Ouais, ok. C'était les 2 premières qui demandaient un peu plus de réflexion mentale. Celle-là, extrêmement simple. On va utiliser, je crois que j'ai même pas mis de slide pour te dire, hein, c'est juste c'est ça la slide. On va chercher à réduire au maximum le risque que la personne prend en prenant notre offre. Et pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle un Risk Reversal, avec mon magnifique accent anglais. C'est un outil du coup qui permet, littéralement je lis, un outil qui permet d'éliminer le risque de faire des affaires avec toi. Donc en gros, c'est un truc qui va faire que quand tu l'auras, la personne va se dire, dans tous les cas, si j'interagis avec cette personne, je serai gagnant. Et l'outil, le Risk Reversal par excellence, c'est la garantie. Le fait de mettre une garantie, la personne se dit, littéralement, c'est soit tu atteins ton objectif, donc tu obtiens ce que tu souhaites, soit tu récupères ton argent et du coup, tu n'as pas perdu de choses. Donc dans tous les cas, tu es gagnant. Soit tu gagnes parce que tu as atteint l'objectif, soit tu gagnes parce que tu n'as rien dépensé. Donc ça, c'est un exemple de Risk Reversal. Mais il y en a d'autres de la garantie. Je ne les ai pas tous mis. J'en ai cité quelques-uns. Ils viennent du livre de Mark Joyner, ceux-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc il te dit, la garantie, c'est ce qu'on a vu. Un autre exemple, c'est les plans de paiement. Le fait de dire, tu payes seulement 50 € maintenant, puis 50 € par mois pendant 3 mois. Ça permet de réduire le risque que la personne a parce qu'elle ne doit pas mettre 150 € maintenant. Elle met juste 50 € et elle peut commencer à tester le produit. Un autre exemple, c'est les produits d'appel. Le fameux « le premier est gratuit ». Genre, tu peux tester le truc gratuitement pendant X temps ou si jamais c'est des échantillons, teste le premier gratuitement et après tu fais le truc ensuite. Pareil, qui permet de réduire le risque. On a les périodes d'essai, même logique qu'avant, essayer le produit gratuitement. Les garanties d'aide, ça c'est si tu as le moindre problème sur le produit durant les 5 prochaines années, tu m'appelles et je résous ton problème. Okay. Et ensuite, payer au résultat. Donc c'est l'idée de tu ne me payes absolument rien, je te prends un pourcentage et en fonction des résultats, je récupère un pourcentage. Donc voilà des exemples de type de risk reversal. Et je voudrais quand même faire une parenthèse rapide parce qu'il donne une formule intéressante dans le livre 100 millions $ offer. C'est ça, oui, le livre, sur comment créer une garantie imbattable. Parce que nous, on a vu comment créer une garantie. C'est l'idée, si jamais ça ne fonctionne pas, je te rembourse. Mais lui, il va encore plus loin, et je trouve ça super intéressant. C'est qu'il te propose une garantie imbattable. La formule, c'est si tu n'obtiens pas objectif, donc qu'on vise en X temps, donc si tu n'obtiens pas ton objectif en un certain nombre de temps, alors je te rembourse tout sans te poser de questions. Ça, c'est la formule classique. Mais en plus, je t'offre un cadeau.
Donc il y a 4 éléments dans la formule qui sont intéressants. L'idée d'objectif est si possible faire en sorte que l'objectif soit mesurable, c'est-à-dire pas juste dire sois en meilleure santé, mais perds 5 kilos. Dire je suis en meilleure santé, tu peux pas le mesurer si tu l'as vraiment atteint. Enfin, si tu peux, mais c'est difficile. Alors que perdre 5 kilos, tu le sais. Si tu faisais 65 kilos, que tu as 60 kilos, tu as réussi. Sinon, tu as échoué. Donc, premier truc, mettre un objectif au maximum mesurable. Deuxièmement, cette notion de temps. C'est pas dans les 60 prochains jours, si ça marche pas, tu me rembourses. C'est non. Tu as 3 mois pour perdre 5 kilos. Et à partir d'aujourd'hui, si dans 3 mois, tu n'as pas perdu 5 kilos, tu m'envoies un message et je te rembourse. Donc, cette notion de temps qui fait que c'est précis. Ensuite, on a l'aspect du coup pardon, j'ai dit 4 choses, il n'y en a que 3. C'était objectif, temps, et du coup le dernier, le cadeau. Donc c'est si jamais ça marche pas, non seulement je te rembourse, mais comme je suis tellement sûr que dans tous les cas ça va marcher, je t'offre en plus un cadeau, et le cadeau doit être en lien avec l'objectif, parce qu'on s'en fout de lui offrir un cadeau s'il n'en a rien à foutre du lien, mais il faut que ça soit soit ça permette d'atteindre l'objectif, soit que ça ait au minimum un lien. Par exemple, dans l'outil pour calculer des nutriments, on aurait pu lui dire en mode je t'offre 5 paquets de protéines, par exemple. Voilà donc pour la formule de la garantie imbattable. Et un exemple que ça, je crois pas qu'il vient d'Elius celui-là, je crois qu'il vient d'autre part. C'est l'exemple de Domino's Pizza pour la garantie. En fait, ce qui a rendu, c'est ça que j'arrive plus à parler, le patron de Domino's Pizza, il a dit ce qui m'a rendu riche, c'est cette garantie, et c'est la garantie de Domino's Pizza qu'ils avaient mis à l'époque, qui est en mode, si tu commandes ta pizza et qu'elle n'est pas arrivée dans les 30 minutes, ta pizza elle est gratuite et tu as quand même la pizza. Du coup, c'est un exemple de garantie. Tu te dis, ouais, c'est trop bien comme garantie. Et d'après le patron de Domino's Pizza, quand il a mis en place cette garantie, c'est là qu'il a eu une croissance fulgurante et que le truc a explosé. Donc, ce qui te montre la puissance que peut avoir une bonne garantie dans ton offre. Ok. Et tu vois, typiquement, la garantie, c'est un exemple de truc qui n'est pas dans le produit en lui-même, mais qui est un truc en plus qui fait partie en fait du pack que tu proposes dans l'offre. Ouais. Donc, du coup, étape 4, tout simplement, tu choisis un risk reversal parmi tous ceux qu'on a vus et tu viens le mettre, le rajouter à ton produit en mode telle garantie ou tel truc, machin, pour réduire les risques. Donc, l'étape 4 de la méthode. Et l'étape 5, l'unicité. Question. Non, en vrai, ce qui est bien dans les risques, je trouve, c'est ça rajoute de la fiabilité dans ton produit, dans le sens où tu sais très bien que ça va marcher. Donc, quoi que tu dises, quoi que tu fasses, que tu mettes des cadeaux à la fin, même si ça marche pas, des remboursements, dans tous les cas, t'es tellement persuadé que ton produit est bien que tu penses que ça va pas arriver. Donc, tu peux te permettre de mettre autant d'avantages si le produit échoue. Exactement, c'est ça. C'est vraiment ça l'idée de lui dire, regarde, t'es gagnant, je suis gagnant. Dans tous les cas, moi, je sais qu'on va tous les deux gagner. Donc, ouais, du coup, l'utilisateur, il se dit, s'il met ça, c'est qu'il est sûr de lui, donc c'est obligé d'être un bon produit. Exactement. Donc ça donne plus envie d'acheter qu'un produit où, même s'il est moins cher, qu'il n'y a pas de garantie, tout ça. Tu vois. Clairement. Et par contre, du coup, on revient au truc de ROI, le ROI mensonger. C'est le moment où, par exemple, tu diras en mode je suis sûr ça fonctionne. Et le mec se dit, oh bah c'est sûr ça fonctionne. Et il le prend et ça fonctionne pas. Là, t'es baisé. Oui, c'est ça. D'où l'importance de vraiment. Comme oui. Mais généralement, si c'est mensonger, ils vont pas mettre des garanties. Comme ça, non? Ouais, mais en fait, tu te rends compte que souvent, des fois, par exemple, t'as des trucs où, par exemple, tu peux douiller la personne en mode garantie si jamais les options, et en fait, tu te rends compte que les options, elles sont impossibles à cocher. Donc, la personne, elle se fait baiser. Ou alors aussi, souvent, ça, c'est un truc qui arrive. Les gens achètent un produit et après, ils oublient, en fait. Ils ont juste la flemme de se faire rembourser, tu vois. Donc, ça peut aussi fonctionner. Okay. Mais c'est vrai que de façon générale, en tout cas, si c'est une garantie imbattable, c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Garantie classique, bon. Faut lire les petites lignes. Voilà, faut lire les petites lignes. Donc voilà pour l'aspect risque. Du coup, des questions, je crois que c'est ça, ok. Et du coup, dernier, unicité. Et ça, je l'ai séparé en 4 points. En vrai, il y a le sujet de l'unicité. Je pourrais en faire une vidéo entière de 2 heures sur comment on a un truc unique. Il y a tellement de choses à dire. Mais là, pour l'aspect méthode, j'ai décidé de prendre les 4 points qui sont les 4 points, je pense, les plus importants par rapport à la création du produit. Et donc, ces 4 points sont numéro 1, le naming, comment tu nommes ton produit, parce que c'est con, et la façon dont tu vas nommer ton produit va faire qu'il va être plus ou moins désirable. Tu vois, ça s'appelle ça méthode miracle, méthode TEDx, en mode tu vas faire x10 sur tes revenus. C'est plus stylé que ça s'appelle ça la méthode de la plante. Ouais. Tu vois, donc le naming qui va venir jouer un rôle sur l'aspect. Et oui, ça et autre chose. Ça, c'est un truc, j'avais raconté ça, je crois que dans mon dernier mail.
Abonne-toi à ma newsletter, premier lien en description, je raconte des trucs incroyables. C'est des mails super poussés, tu verras, ça va te plaire. Bref. Dans mon dernier mail, j'avais dit un truc. Quand tu es à la ferme, les enfants de ferme, ils n'ont pas le droit de donner des noms aux poules. Parce qu'en fait, si jamais ils leur donnent des noms, ils s'attachent. Et pourquoi en fait ils s'attachent? Parce que ça rend la poule unique à leurs yeux. Donc en fait, ça rend la poule unique. Du coup, le fait de donner un nom, c'est peut-être la façon la plus simple possible de rendre un produit unique. Parce que s'il a un nom, ton produit devient par définition unique puisqu'il n'y a que lui qui a ce nom, tu vois. Donc le naming, super outil, super fort pour rendre le truc unique. Donc premier point, tu vois, typiquement l'iPhone, le nom c'est l'iPhone, donc il y a que... Tu ne peux pas comparer l'iPhone avec un autre téléphone. L'iPhone c'est un iPhone en partie grâce au nom. Okay. Donc naming. Deuxième point, le fait de mettre des bonus. Donc ça va rentrer dans ce que je te disais. Quand tu vends un produit, je crois que c'est Tugan Barra, il donnait cet exemple, c'est un copywriter, tu ne connais peut-être pas potentiellement, mais eux ils vont le connaître. Il donnait cet exemple de dire, si jamais tu donnes juste un produit et que d'autres gens vendent ce même produit, genre une crème par exemple, tu es en compétition avec les autres. Parce que tu vends une crème, ils vendent une crème. Mais si ça arrive que tu dis, je te vends une crème et en bonus je te vends un PDF pour bien utiliser la crème. Et en bonus je te vends une vidéo qui te permet de bien comprendre les utilisations. Enfin, je te dis de la merde, j'ai pas d'autres idées. Mais plusieurs bonus, tout d'un coup tu deviens unique parce que les autres personnes vendent une crème et toi tu vends un packaging où la crème est compris dedans. Mais il n'y a pas que la crème et du coup ça fait que ça transforme ton produit et ça le rend unique. Donc cette idée de venir rajouter des bonus, ce n'est pas obligatoire. On peut très bien créer un produit qui est unique sans les bonus. L'iPhone, c'est un exemple de produit unique où il n'y a pas de bonus. Mais on va dire que le nom est bien choisi. C'est un bonus dans la méthode que tu peux venir mettre pour rajouter des bonus. Donc, les bonus. Le troisième, c'est l'idée de stock plus urgence. Donc là, ça va être de venir mettre de l'urgence. Mais attention, on ne met pas de l'urgence dans le message de vente. Évidemment, après, derrière, on va venir retranscrire l'urgence dans le message de vente. Mais l'idée, c'est d'optimiser le produit, de penser le produit de telle sorte à que en lui-même, il ait de l'urgence. Je te donne un exemple qui va te parler tout de suite. Les préventes. Si tu veux vendre un produit, par exemple, sur Kickstarter, en prévente, tu dis, j'ai telle idée de produit, je ne sais pas encore s'il va fonctionner, donc j'ai créé un prototype, et voilà le prototype que je te propose. Le produit en lui-même est un produit qui crée de l'urgence, parce qu'en fait, la personne sait que le prototype sera potentiellement aussi bon que le produit final, même si elle prend un risque. Par contre, évidemment, le prix sera moins cher puisque c'est un prototype. Donc si la personne investit maintenant, elle aura potentiellement la même valeur que la personne qui investira plus tard dans le futur, mais moins cher. Ça, tu vois, c'est un exemple d'urgence qui est compris à l'intérieur du produit même. Donc voilà, troisième point, stock et urgence. Et le quatrième point pour l'unicité, c'est le pricing. Okay. L'idée, c'est de dire en fait sur l'aspect unicité, en vrai, j'ai un peu joué sur les mots, on n'est pas vraiment sur l'aspect unicité. C'est plus que je l'ai mis là parce qu'il fallait qu'on en parle à un moment, c'est la dernière étape. Ouais. Mais c'est plus sur l'aspect désirabilité pour le coup, où plus un produit est cher, plus il est désirable. Et là, pour ça, j'ai un exemple une anecdote qui vient d'Influence et Manipulation, donc du livre de Robert Cialdini, l'anecdote des bijoux. J'ai bien raison, toi, je veux savoir cette anecdote. Donc, c'était un endroit... on s'en fiche du nom, mais une petite boutique, une petite dame qui possédait une boutique de bijoux. Et elle avait sur son étalage, je crois qu'on dit, c'est le truc qui est devant, c'est ça la rue ? La devanture. On va dire la devanture. Sur sa devanture, elle avait des bijoux qu'elle avait mis, c'était des bijoux qu'elle vendait aux touristes, et ces bijoux ne se vendaient pas. Ils étaient genre dans les 200 €. Elle avait une stagiaire, cette dame. Et ça faisait 2 ans que ces bijoux, ils étaient là, ils partaient pas, tu vois. Donc elle en avait eu marre un jour, elle a griffonné une petite note pour sa stagiaire, elle lui a dit, bon, tu me divises le prix des bijoux par 2, je veux que tout parte, tu vois. La dame, je crois qu'elle s'était absentée une semaine, et c'était la stagiaire qui gérait sa boutique. Donc la stagiaire, elle fait, ok, machin, elle va voir, elle modifie les prix. Et quand la petite dame, elle revient une semaine plus tard, tous les bijoux sont partis. Et la petite dame, elle fait, waouh, c'est trop bien, ça a trop bien fonctionné. Et elle regarde la caisse, elle comprend pas parce que normalement elle aurait dû avoir 2 fois moins d'argent et là elle a 4 fois plus d'argent dans sa caisse. Elle va voir la stagiaire, elle fait mais qu'est-ce qui s'est passé? Et la stagiaire elle fait comme vous m'avez dit, j'ai multiplié par 2 tous les prix et tout est parti. Et la petite dame elle fait mais non, je t'avais demandé de diviser par 2. Elle fait non mais moi j'ai multiplié par 2 et tout est parti. Et pourquoi? Parce qu'en fait les gens qui passaient là c'était des touristes. Ils n'avaient aucune notion de la valeur qu'un bijou peut coûter. Tu vois, si tu vois un diamant ou un autre, toi en tant qu'amateur, t'en sais rien, tu vois, si t'es pas un expert. Du coup, en fait, ce qu'ils utilisent pour juger la valeur du produit, c'est le prix directement.
Et le fait d'avoir multiplié par 2 le prix des produits, de façon du coup involontaire, puisque elle avait mal lu la note, la stagiaire, en fait, instantanément, la valeur des produits a été multipliée par 2. Et du coup, les touristes qui passaient là avaient beaucoup plus de désir d'acheter le produit, puisqu'il paraissait beaucoup plus cher, donc beaucoup plus de valeur. Et du coup, tout est parti. Tout ça pour dire que le prix en lui-même est un élément important sur la désirabilité du produit. Si tu arrives que je te vends une formation, que je te la vends à 30 €, tu te dis, pas ouf. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai dit au début du truc que imaginez que cette vidéo, elle coûte 300 €, parce que c'est un exemple de désirabilité. Si tu te dis, ok, ce truc vaut 300 €, il va être plus désirable, parce que si tu te dis, il est gratuit. Et j'ai dit ça parce que je pense vraiment que ce qui est là-dedans vaut 300 €. Mais tu vois, tu as l'exemple de désirabilité de ça. Donc voilà pour les 4 points. Et du coup, question par rapport à ça. Ah oui, attends, parce que je crois que normalement, si tu fais, je sais plus ce que j'ai mis après. Ouais, non, c'est bon, ok. Je suis pas trop mauvais. Donc là, on a vu les définitions. Et maintenant, on va voir pour chaque étape comment faire, qu'est-ce qu'on doit faire pour chaque étape. Donc l'étape 1 du naming, l'idée c'est que ton nom, le nom de ton produit doit refléter l'objectif qu'il va permettre d'atteindre, plus ou moins. Après, évidemment, le nom, là, je vais pas faire un cours sur le nom. Tiens, tu tapes sur Internet comment nommer ton produit. Mais voilà, l'idée globale que tu dois retenir, c'est ça fonctionne pas dans tous les cas, mais c'est un exemple qui pourrait bien fonctionner. Si je te dis la méthode, comme je t'avais dit, la méthode 10x, genre x10, si ton produit permet de multiplier tes revenus, c'est un exemple de nom qui parle bien, en mode ok, je comprends que ça va faire x10. Mais globalement, le nom, en vrai, il faut qu'il soit cool, quoi. Je vais pas développer là-dessus, t'as l'idée. Ouais, j'ai compris. Voilà. Le bonus, comment ça fonctionne? Là, très intéressant, c'est ce qu'il disait dans le livre 100 millions de $ offer. Lui disait en fait de lister tous les obstacles qu'on peut avoir entre l'objectif et ton truc actuel. Je pense pas que ce soit si utile de lister tout, je pense qu'il faut surtout lister les plus importants. Mais par contre, si tu as listé genre 4-5 obstacles, ou même que tu en as listé genre 3, mais que ta méthode ne permet d'en couvrir que 2 sur 3, l'objectif de tes bonus, ça va être de faire en sorte de venir passer ces obstacles supplémentaires qui ne sont pas traités avec ta méthode principale. Donc c'est comme ça que tu dois réfléchir tes bonus. Qu'est-ce que je peux fournir en plus qui vient qui est en supplément par rapport, je dis la méthode, c'est pas forcément une méthode, mais qui est en supplément par rapport à ton produit principal, et que si jamais tu as ces bonus, ça te permet de passer ces obstacles qui ne sont pas passés par le produit principal. Donc ça, c'est pour les bonus. Pour le troisième, est-ce que j'ai mis la formule ou pas? Non. On retourne en arrière, je vais te la dire comme ça. Donc la formule que tu dois compléter est très simple. C'est X place / produit / bonus / réduction / opportunité. Elle n'est pas si simple que ça. Elle est vraiment pas simple, non. Non. En la lisant... mais de toute façon, je crois que je l'ai mise après dans les notes. Et si je ne l'ai pas mise, tant pis. Du coup, il y a 5 trucs. C'est en gros tant de, on va dire, places disponibles jusqu'à X temps, car justification logique. Donc, je reprends. Le premier truc pour les places, j'ai dit places, mais il y a 5 trucs que tu peux mettre. Donc, soit tu peux dire X places disponibles, soit X produit disponible, si ton produit est un produit physique. Soit ça fonctionne aussi avec les bonus, genre X bonus disponible, en mode les bonus ne seront plus là après. Ça fonctionne aussi avec la réduction classique, X réduction disponible, et ça fonctionne avec l'opportunité. Telle opportunité ne sera plus disponible si j'en sais rien, tu vois, genre typiquement les crypto-monnaies, cette crypto va exploser d'ici 2 mois, quand elle aura explosé, ça ne servira plus à rien. Là, si ton produit c'est un produit d'investissement, ça crée de l'urgence dans le produit en lui-même par rapport à la crypto. Donc c'est ça que j'appelle pour opportunité. Okay. Disponible jusqu'à temps. Voilà, temps. Et car justification logique, ça c'est le truc le plus important. Je ne vais pas trop développer dessus parce que on a beaucoup d'informations. Mais pareil, je pourrais faire un truc en entier là-dessus sur l'urgence. L'urgence sur Internet est ultra mal utilisée. Genre typiquement, pas 90% des urgences, mais toutes les urgences que tu vois, très souvent tu te dis ça sonne un peu ça sonne agressif, en mode tu me prends pour un con, tu vois. Et on en revient au truc, nous on veut maximiser la relation qu'on a avec notre client. Notre objectif c'est pas de faire un maximum d'argent le plus rapidement possible, notre objectif c'est que notre client nous fasse de plus en plus confiance pour qu'il nous donne de plus en plus d'argent. Donc si tu arrives et que tu fais de l'urgence qui est très mal faite, en mode du coup ce que j'appelle moi la fausse urgence, donc c'est typiquement les urgences en mode oh là là, mon produit est à moins 50% jusqu'à la semaine prochaine parce que mon chat est malade.
Tu te fous un peu de ma gueule, tu vois. C'est un peu l'idée. La personne ne dit pas mon chat est malade, mais la personne est en mode il y a une justification à la con. Et c'est pour ça que je mets en fait justification logique, parce qu'on veut que quand la personne lise l'urgence, elle se dise même pas c'est de l'urgence. C'est juste qu'elle se dise ouais, c'est normal, tu vois. Typiquement, l'exemple de la prévente. Quand je t'explique la prévente, j'ai même pas besoin de t'expliquer en fait de justifier l'urgence ou quoi. C'est juste en mode ouais, l'urgence c'est là, c'est une justification logique de dire comme c'est une prévente, le produit est moins cher parce qu'il est en prototype et après il sera plus cher. Et donc c'est ce qu'on veut en fait. Nous, c'est vraiment faire en sorte que notre urgence soit crédible, elle apparaisse comme vraie. Et pour ça, il y a un test qui est très 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 simple. C'est tu le regardes, tu lis ton urgence. Et si toi-même tu te dis ça sonne bullshit, la mets pas. Tout simplement. Si tu lis ton urgence, tu te dis moi j'y croirais pas, la mets pas. Par contre, si tu dis ouais non, c'est cool, bah alors tu la mets. Donc voilà, pareil, ça c'est une étape qui est, on va dire, c'est du bonus que tu n'es pas obligé de mettre. Il faut la mettre uniquement si elle est bien faite en mode vraie urgence qu'on a vu ou vrai stock. Voilà, et pour le dernier, le pricing, pareil. Encore une fois, je pourrais faire un truc entier de 2 heures sur le pricing, mais là je vais vraiment aller à l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel. Comment fixer son pricing? Parce que là on a notre produit est créé. Comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de lui donner le prix adéquat? Je vais te donner une méthode qui est extrêmement simple. Tu prends ton produit, tu te dis ok, je pense qu'il vaut tant. Ok, admettons on a créé un truc, je te dis je pense qu'il vaut 500. Tu fixes ton prix à 500, tu te dis non, ok, je le mets un peu plus cher. Donc si toi tu penses qu'il vaut 500 euros, tu le vends à 600 euros et tu essaies de voir ce qui se passe. Ok. Si tu ne vends pas, tu multiplies par 2 le prix. Je te demande pas de le diviser par 2. Tu le multiplies par 2. Souviens-toi de l'exemple avec les bijoux. Si ça se trouve, c'est parce que ton produit, la valeur perçue était trop basse juste à cause du prix. Tu te dis, ok, il ne vend pas à 600 euros, je le passe à 1200 euros. Si jamais il ne vend pas, là tu divises par 4 le prix. Donc tu repasses de 600 à 300. Et si jamais il ne vend toujours pas, c'est que ton produit, tu n'as pas un produit irrésistible. Okay. Parce qu'en fait, tu as testé, on va dire, c'est pas, encore une fois, c'est pas universel à 100% des cas cette méthode, mais globalement, ça te permet de tester toi d'abord la vision que tu as. Et pourquoi je te dis de mettre un peu plus cher? Parce qu'on a toujours tendance à sous-estimer la valeur par rapport à l'autre, tout simplement parce que nous, on l'a déjà, cette valeur, alors que l'autre personne ne l'a pas. Du coup, dans les yeux de l'autre, c'est toujours un peu plus élevé. C'est pour ça que je te dis, tu mets un peu plus cher que ce que tu penses que ça vaut. Ensuite, on multiplie par 2. Là, c'est vraiment aller dans l'offre premium, parce que ça se trouve, tu étais complètement à côté de la plaque, en fait ça valait 2 fois plus. Et ensuite divisé par 4, si pareil tu étais complètement à côté de la plaque mais dans l'autre sens, tu l'avais mis beaucoup trop cher. Et ça te permet d'avoir une grande échelle de prix qui permet de venir tester. Et si avec ça vraiment il n'y a rien qui va en termes de pricing, c'est que c'est pas bon. Ton produit il a un problème. Parce que vraiment il faudrait que tu aies au moins quelques ventes en testant tes différentes échelles de pricing. Donc voilà une méthode simple pour faire du pricing qui est efficace. Et petite phrase que j'ai mis important, mieux vaut être le plus cher du marché que le moins cher. Parce que quand tu es le moins cher, il y aura toujours quelqu'un pour être moins cher que toi. Mais quand tu es plus cher, si tu fais la concurrence au plus cher, tu gagnes toujours plus d'argent. Du coup, c'est plus bénéf. Okay. Et c'est Dan Kennedy qui disait, je crois, j'ai plus la citation exacte, Dan Kennedy, c'est un marketeur, il disait « Tu n'as aucun avantage à être le moins cher dans un marché. Par contre, tu as des avantages à être le plus cher. Être le plus premium du marché. » Donc, résumé de toutes les étapes de la méthode. Donc, en 10 étapes. Il y a des questions avant. On est bon? Donc les 10 étapes résumées. Étape 1. Bon produit. Bon produit, X à atteindre Y. Souviens-toi ce qu'on avait dit, on complète cette phrase avec X l'objectif, X le type de personne et Y l'objectif, avec la méthode de la starving crowd et tout ça, ce qu'on avait vu, les 3 marchés. Étape 2, on complète la phrase comment atteindre objectif qu'on a défini avant, sans obstacle 1, 2, 3, c'est les obstacles qu'on a définis. Étape 3, on liste toutes les solutions possibles pour permettre de répondre à cette phrase de l'étape 2. Qu'elle soit folle ou qu'elle existe vraiment, c'est juste l'imagination. Pour l'instant, on liste tout ce qui est possible. Étape 4, on sélectionne la meilleure solution par rapport au coût que elle nous coûte et la valeur qu'elle produit à la personne. Étape 5, on rend la solution plus facile en utilisant les 5 leviers. Donc les 5 leviers, physiquement, mentalement, temps, routine et accepté socialement. Étape 6, on choisit au moins un risque reversal, voire plusieurs risques reversal, mais donc l'idée de garantie, plan de paiement, tout ça, pour réduire le risque. Étape 7, on donne un nom à notre produit, enfin à notre solution qui du coup devient un produit, enfin plus ou moins, solution produit c'est un peu la même chose. Étape 8, on vient rajouter des bonus, c'est en bonus, c'est pas obligatoire. Mais est-ce que le risque reversal, c'est pas des bonus?
Si on peut le voir comme un exemple de bonus, mais en fait ça n'a pas vraiment la même fonction que les bonus, parce que le risque reversal, l'idée c'est de réduire le risque, alors que les bonus, l'idée c'est de rendre le produit unique et d'augmenter le désirabilité par la même occasion. D'accord. Okay. C'est pour ça que je les sépare, parce que pour moi l'objectif derrière n'est pas le même, mais par contre on peut clairement le risque reversal, quand on reprend notre schéma, c'est avec le petit paquet et les petits cadeaux autour, bah, c'est un des petits cadeaux qu'il y a autour. Cadeaux, ok. Voilà. Donc étape 7, naming, étape 8, bonus, si jamais c'est pas obligatoire, on peut venir rajouter des bonus en fonction du truc. Étape 9, on vient, si possible, rajouter de la vraie urgence, donc c'est cette idée de la formule que je vous avais dit, que je vais remettre là. Donc tant de place / produit / bonus / réduction / opportunité disponible jusqu'à X temps, parce que justification logique. Donc si possible, on vient mettre de la vraie urgence. Et l'étape 10, on vient fixer le prix de notre méthode, et ensuite notre offre sera bonne, et ensuite il nous reste l'étape du coup de venir formuler notre offre grâce à notre message de vente. Mais là l'aspect l'offre en elle-même, si on a suivi toutes ces étapes, on l'a. Genre elle est vraiment vénère quoi. Si tu suis vraiment toutes ces étapes, tu es sûr d'avoir un truc la personne se dit what, j'ai vraiment envie de ce truc, tu vois. Ok. Donc voilà, et je crois qu'après ça on passe à l'étape 3 et du coup on va pouvoir faire une pause, juste des questions avant sur tout ce qu'on a vu. Ah, c'est bon, Parfait. Juste vérifier s'il n'y a pas d'autres trucs. Ouais, c'est bien ça. Donc l'application, ça sera pour plus tard. On va faire une pause et du coup, vous, ça sera la partie 2. Ou dans la partie 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre littéralement les 10 étapes qu'on vient de voir juste avant et on va les appliquer. On va venir créer ensemble avec Thomas un vrai produit, une vraie offre qui va venir, voilà. On va créer un produit, j'ai rien de plus à dire, c'est très clair comme ça. C'est très clair, c'est très clair. Voilà, c'est tout pour cette partie 1. Si ça t'a plu, n'hésite pas du coup à t'abonner pour avoir la prochaine vidéo qui arrivera, je sais pas quand, mais elle arrivera. Et si tu veux aller plus loin avec moi, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description, c'est ma newsletter. Et dedans, je t'explique tous les concepts que j'utilise en copywriting. Je t'ai vraiment listé l'essentiel des trucs que moi j'utilise tout le temps à chaque fois que je fais un texte de vente. Je te l'ai trié de façon logique, j'ai essayé de rendre le tout intéressant avec des histoires, des exemples, etc. Et je t'ai fait tout ça dans une petite séquence email qui t'attend. Donc si tu veux, tu peux juste cliquer en dessous et tu la recevras. Et sinon, moi je te dis à plus.